And the Oscar goes to Je Jong-un. Le 25 avril 2021, la Corée a une nouvelle fois marqué de son empreinte l'histoire du cinéma mondial en attribuant l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle à l'actrice Yoon Yoo-jung. C'était la première fois qu'un interprète coréen remporte une telle distinction et seulement la seconde fois de l'histoire des Oscars qu'une actrice asiatique remporte ce prix dans cette catégorie après la japonaise Miyoshi Omeki dans le film américain Sayonara de Joshua Logan en 1958. Bonjour et merci beaucoup de suivre cette mini-conférence non seulement dédiée à la magnifique consécration de l'actrice Yoon Yoo-jung, mais également à la consécration de tout un tas d'autres réalisateurs, actrices, acteurs et professionnels du cinéma coréen. Car si la consécration de Madame Yoon a, semble-t-il, surpris tout le monde et que les médias au niveau mondial ont surtout pointu du fait que c'était une première pour une actrice coréenne de recevoir une telle distinction, eh bien, c'est oublier un peu vite et de passer sous silence la belle vitalité du cinéma coréen et tout le prix et récompenses glanés au cours des 4, voire plutôt les 2 dernières décennies. Cette conférence reviendra sur quelques dates clés d'artistes coréens récompensés dans les festivals du monde entier au cours de ces dernières décennies, portera un focus sur d'autres célébrités pas forcément gagnants d'un prix, mais tout aussi, voire mieux connues que le lauréat, et se permettra également un détour par les États-Unis, et plus spécifiquement quelques acteurs et actrices coréano-américains qui ont su contribuer à leur manière à une certaine identification et reconnaissance de la Corée à une échelle mondiale. Le cinéma en Corée naît dès les années 20. C'est une histoire extrêmement riche. Il y a plusieurs âges d'or au cours des dernières décennies. Je pense notamment aux années 50 et 60 et plus particulièrement aux années 2000 et 2010. Et puis elle est passionnante car tout au long de ces décennies, il y a bon nombre de classiques et de chefs-d'œuvre absolus qui ont été tournés. En revanche, l'histoire du cinéma coréen va évidemment de pair avec l'histoire avec un grand H tout court. Juste pour rappeler que la naissance du cinéma coréen s'est faite un peu dans la difficulté, il ne faut pas oublier que dans les années 20 et jusqu'en 1945, la Corée a été occupée et que le cinéma coréen naît sous occupation japonaise. Et puis, quelques temps après, c'est le régime du général Park qui fait que très peu de films coréens vont circuler à l'international. C'est une période qui est comprise entre les années 60 et jusqu'à la fin des années 70 et que le monde, en fait, ne sera même pas au courant de la magnifique histoire du cinéma coréen qui est en train de se passer dans ce pays. Tout cela va changer extrêmement timidement à la fin des années 70 ou plutôt dans le courant des années 80 et notamment avec la découverte de par le monde d'un réalisateur, Im Kwon-taek, Grand Prix glané pour la première fois à l'échelle mondiale avec son Mandala au Festival de Hawaï en 1981, régulièrement invité au Festival de Berlin tout au long des années 80 et 90, Im Kwon-taek sera finalement consacré par un prix de la mise en scène pour son magnifique Ivre de femmes et de peinture au Festival de Cannes en 2002, puis par un ours d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière riche de plus de 100 films au Festival de Berlin en 2005. Une première pour un réalisateur asiatique. Ce sera également l'un des tout premiers réalisateurs coréens à contribuer à l'attribution du prix de la meilleure interprétation féminine à plusieurs actrices de ses films à une échelle internationale. Je pense notamment à Shin Ye-soo pour son rôle dans Adada, récompensé au Festival de Montréal en 1987. La magnifique Kang Soo-yeon, véritable Catherine Deneuve du cinéma coréen, pour son rôle dans La Mère porteuse au prestigieux Festival de Venise en 1987. Et puis Oh Young-hae pour son rôle dans La chanteuse de Pansori, récompensée au Festival de Shanghai en 1993.
Im Kwon-taek était donc l'un des rares réalisateurs à attirer l'attention sur la Corée tout au long des années 80 et 90. Tout cela va changer à la fin des années 90 avec le renouveau du cinéma coréen. Tout d'un coup, on va enregistrer quelques très gros succès au niveau local, des blockbusters qui vont drainer à nouveau les spectateurs dans les salles. On va assister à une véritable émergence d'un cinéma d'art et essai susceptible justement d'intéresser les festivals et de s'exporter. J'en veux pour preuve la belle vitalité de la représentation du cinéma coréen dans le seul festival de Cannes. En fait, entre 1946, date de la création du festival de Cannes, et 1999, un seul film de la Corée sera présenté. Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient? En revanche, entre 2000 et 2019, pas moins de 52 longs métrages de fiction seront sélectionnés au sein de toutes les sections du Festival de Cannes. Parmi les grands noms de cette soudaine exposition mondiale, on pourra notamment citer Kim Ki-duk, Léopard d'or au Festival de Locarno pour printemps, été, automne, hiver et printemps en 2003, Ours d'argent au Festival de Berlin en 2004, Prix Un certain regard pour Arirang au Festival de Cannes en 2011 et Lion d'or pour Pietà au Festival de Venise en 2012. Lee Chang-dong, Lion d'argent pour Oasis au Festival de Venise en 2002 et Prix du scénario pour Poétrie au Festival de Cannes en 2010. Park Chan-wook, Grand Prix et Prix du jury pour Old Boy puis Thirst au Festival de Cannes en 2004 et 2009. Hong Sang-soo, gagnant d'un certain regard au Festival de Cannes en 2010 pour Ha Ha Ha, Léopard d'or au Festival de Locarno en 2015 pour Un jour avec, un jour sans, Ours d'or et Ours d'argent du meilleur scénario pour La femme qui s'est enfuie et Introduction au Festival de Berlin en 2020 et 2021. Et puis évidemment Bong Joon-ho, Palme d'or au Festival de Cannes en 2019 et 4 Oscars pour le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film étranger et meilleur scénario en 2020 pour son film Parasite. Une grande partie du mérite de l'attribution du prix d'interprétation de la meilleure actrice et du meilleur acteur revient évidemment à ces réalisateurs qui imaginent, qui inventent, qui créent ces personnages, les écrivent, puis plus tard dirigent les acteurs au cours du tournage et qui font évidemment que le jury soit emballé en fin de compte par l'interprétation. En même temps, lorsqu'on ramène le quota du prix d'interprétation obtenu de tous ces films en sélection, notamment les 52 au Festival de Cannes, eh bien, le ratio est assez peu élevé. Parmi les grandes gagnants au cours des 2 dernières décennies, on peut notamment citer Moon Soo-ri pour son incroyable performance de jeune femme handicapée moteur et cérébrale dans Oasis de Lee Chang-dong au Festival de Venise en 2002, John Do-yeon dans Secret Sunshine de Lee Chang-dong au Festival de Cannes en 2007, Kim Min-hee dans Seul sur la plage la nuit de Hong Sang-soo au Festival de Berlin en 2017. L'Oscar attribué à l'actrice Yoon Yoo-jung finalement n'est pas un fait unique. Il intervient après l'attribution de plusieurs prix déjà décernés dans d'autres festivals qu'à la prestigieuse Académie des Oscars tout au long des 2 dernières décennies. Si l'on voudrait trouver une vraie raison commune entre l'attribution de tous ces prix d'interprétation, eh bien j'en verrai 3 principales. Évidemment, la qualité exceptionnelle des films, la délicatesse et la sensibilité de leurs réalisateurs par rapport à leurs personnages féminins, et comme je l'évoquais, ce côté battant, ce côté femme forte qui ressort véritablement dans chacun des rôles récompensés. C'est un fait tout à fait surprenant lorsqu'on met ces rôles face à la société coréenne en plus général. Une société qui s'est créée sur la pensée confucianiste et néo-confucianiste du 8e et 13e siècle qui reléguait davantage la femme au foyer, qui lui réservait un rôle inférieur à celui des hommes, celui de reproductrice d'un héritier de préférence mâle, de quelqu'un qui doit s'occuper du bien-être de son mari, de son époux, et doit rester veillé à la famille, à la maison.
En fait, il n'y a eu qu'un tout petit âge d'or dans la représentation d'une femme plutôt moderne ou moderniste. C'était une bouffée d'oxygène à la fin des années 50 et au début des années 60, lorsqu'il y a plusieurs exemples de films avec des rôles de femmes très fortes. Et puis finalement, à la fin du régime Park, à la fin des années 70 et tout au long des années 80, lorsqu'un réalisateur comme Im Kwon-taek est extrêmement intéressé par des rôles forts de femmes et va les représenter plutôt comme mère courage ou femme martyre, et qui va induire la récompense de ces actrices dans les quelques films qui vont voyager à travers le monde. À la fin des années 90 et le début des années 2000, il y a beaucoup d'intellectuels, des gens extrêmement cérébraux qui vont s'emparer de l'outil cinématographique, faire des films plutôt indépendants ou dits d'art et essai, et qui là encore vont se focaliser beaucoup sur le rôle de la femme, interroger sa véritable place et la condition de la femme. Et encore une fois, par rapport aux récompenses des meilleurs interprètes précités, on va trouver exactement cette image véhiculée, une femme forte, battante contre un système. Donc c'est entièrement le fruit de la réflexion de tous ces réalisateurs et une fibre qui a été touchée finalement de par des jurys du monde entier qui ont reconnu quelque chose à être mis en avant, à être récompensé. Alors, si cette première partie de la conférence s'est surtout focalisée à savoir le pourquoi du comment, il n'y a eu pas plus de films coréens récompensés au cours de l'histoire du cinéma mondial et a mis en exergue les quelques prix d'interprétation, dont les grands festivals que sont Venise, Berlin et Cannes, c'est évidemment faire l'impasse sur les centaines, voire les milliers d'autres festivals des cinémas dans le monde entier et qui ont pu attribuer d'autres récompenses à d'autres actrices et acteurs. Je pense notamment à Madame Yoon, celle qui a gagné l'Oscar pour son rôle de grand-mère dans Minari, qui en fait avait déjà gagné un prix tout au début de sa carrière dans son formidable rôle dans Woman on Fire, la femme en feu, de Kim Ki-young, qui a été récompensée en 1972 au festival des Sitges. 1972, donc l'un des très rares films coréens à avoir quand même voyagé de par le monde sous le régime Park. Mais évidemment, j'ai dû raccourcir un tout petit peu, me focaliser sur quelques dates clés, et la liste serait beaucoup trop exhaustive afin de dresser le tableau précis. En revanche, là où je tiens de faire un petit focus, c'est aussi toutes ces actrices et tous ces acteurs qui sont reconnus, connus de par le monde, de par un public, même s'ils n'ont pas eu de prix d'interprétation. Han Song-ki est l'un des acteurs les plus prolifiques toujours en vie, en étant apparu dans plus de 130 films depuis sa toute première apparition en petit garçon de la famille dans La Servante en 1960 jusqu'à nos jours. Il est apparu dans des films d'art essai comme très grand public et est nommé l'acteur de la nation en Corée. Malgré le fait d'être peu connu, il est le tout premier acteur coréen auquel un festival en France est rendu hommage, le Festival d'Amiens en 1992, à travers un focus spécial dédié à sa carrière. C'est également le premier acteur coréen à avoir déposé ses empreintes au fameux Grauman Chinese Theatre à Los Angeles en 2012. Song Kang-ho, impossible de ne pas l'évoquer. Il est très connu du public français et on s'étonne même de l'absence de prix d'interprétation à son égard. Apparaissant pour la première fois devant une caméra dans Le jour où le cochon est tombé dans le puits de Hong Sang-soo en 1996, il a marqué plusieurs générations de spectateurs français pour ses rôles remarqués dans Joint Security Area, Memories of Murder, The Host, Secret Sunshine, Le Transperce-Neige et évidemment dans Parasite. Il a été nommé 6e plus grand acteur du XXIe siècle par le journal New York Times en 2020, mais il n'envisage pas pour autant de tenter sa chance aux États-Unis. Contrairement à Choi Min-sik, autre visage très connu, qui a marqué des centaines de milliers de spectateurs français dans le rôle principal du peintre dans Ivre de femmes et de peinture, avant de marquer des générations dans le cultissime Old Boy de Park Chan-wook en 2003 et J'ai rencontré le diable de Kim Ji-woon en 2010. Il est également apparu dans le film américain Lucie de Luc Besson, mais c'est sans véritable importance.
Dans la prolongation de ces acteurs pas forcément récompensés, mais connus et reconnus par un public fondamentalement français, il est également à noter quelques cas de célébrité à l'échelle mondiale. Je pense notamment à Bey Donna. Elle a explosé dans ses rôles dans Sympathy for Mr. Vengeance et surtout dans celle de la fille Archer dans The Host. Tenant le rôle principal dans Erdol du japonais Koreda Hirokazu, elle devient un personnage récurrent dans le film des désormais Sœurs Wachowski. Je pense notamment à Cloud Atlas, Jupiter, le destin de l'univers et la série téléculte Sense 8. Rain, mannequin, chanteur-star, il est apparu dans bon nombre de K-dramas avant d'apparaître au cinéma sous la direction de Park Chan-wook dans Je suis un cyborg, puis faire une petite carrière à Hollywood dans Encore, un film des sœurs Wachowski, Speed Racer, avant de tenir le rôle principal dans Ninja Assassin, qui lui a valu une récompense, celui du meilleur interprète bourrin de l'année, décerné par la chaîne musicale télé MTV. Lee Byung-hun, mannequin là encore, est l'acteur le mieux payé des K-dramas coréens au début du XXIe siècle, héros récurrent énigmatique des films de Kim Ji-woon, A Bittersweet Life, Le Bon, la Brute et le Cinglé, et J'ai rencontré le diable. Il est apparu aux États-Unis dans les blockbusters G.I. Joe 1 et 2, Red 2 et Les 7 mercenaires. Cette liste est évidemment loin d'être exhaustive, là encore, mais pourrait même s'allonger dans les mois à venir avec les nouveaux projets d'acteurs et d'actrices coréens qui vont tenter de sauter le pas et faire carrière à Hollywood. Kang Dong-won, acteur extrêmement populaire, notamment apparu dans l'adaptation Eliang, la Brigade des loups de Kim Ji-woon et Peninsula, il s'apprête à faire ses débuts hollywoodiens dans le blockbuster catastrophe Tsunami. Soon Ye-jin, actrice populaire de K-drama et notamment apparue au cinéma dans Ivre de femmes et de peinture, elle devra apparaître dans le film The Cross. Don Lee, impossible de ne pas évoquer celui qui crève l'écran dans le dernier train pour Busan et qui est en train de se forger une image de superstar de film d'action à la coréenne, en interprétant notamment le rôle principal dans l'une des dernières adaptations de l'univers Marvel, Les Éternels, et qui est en train de préparer un remake américain aux côtés de Sylvester Stallone de son film coréen, Le Gangster, le Flic et l'Assassin. Là encore, la liste est beaucoup trop longue pour que je puisse en faire ici une liste exhaustive, mais sachez que quelque chose est en marche et qu'on pourra compter encore longtemps sur des stars coréennes à une échelle internationale mondiale. Pourquoi un tel engouement pour la Corée, pour toutes ces actrices et acteurs coréens? Pourquoi autant d'actrices et d'acteurs coréens à vouloir sauter le pas? Eh bien, évidemment, nous sommes dans un petit âge d'or du cinéma coréen à une échelle mondiale, notamment suite au succès du Dernier Train pour Busan et puis le méga succès de Parasite dans le monde entier. Mais c'est également faire l'impasse sur l'importance de l'Hallyu, cette vague qui déferle partout dans le monde, qui promeut toute forme de culture coréenne à une échelle internationale, qui fait que la K-pop, Korean pop, remplit les stades du monde entier et que les K-dramas n'auront jamais été aussi populaires depuis leur mise à disposition légale sur les différentes plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Apple et autres Disney. Et un phénomène qui s'est encore accru avec le succès de Kingdom et plusieurs périodes de confinement qui ont fait que la demande n'a cessé de croître. Par rapport aux actuelles vedettes coréennes, il faut également comprendre que l'actuelle génération n'aura jamais été autant formée et formatée à un star system à la coréenne qui peut très facilement se plaquer sur le star system à l'hollywoodienne. Ce sont des gens qui sont habitués aux présences des caméras, qui ont une certaine manière de plaquer leur jeu sur une manière de jouer universelle et qui, pour beaucoup, parlent couramment l'anglais, ce qui manquait encore cruellement à la génération d'actrices et d'acteurs précédentes. Et là, je passe à la toute dernière partie de notre conférence, une partie un tout petit peu discutable, mais j'assume entièrement. Je trouve qu'il y a énormément d'importance à évoquer le cas de toute cette communauté d'actrices et d'acteurs coréano
américains qui ont percé, qui ont contribué à la visibilité d'une certaine culture coréenne dans ces 2 dernières décennies. Il est déjà extrêmement important de souligner qu'il y a une certaine bienveillance envers la Corée du Sud, dans ce cas précis, des États-Unis. Alors je ne parle pas des certains relents nationalistes, d'un certain racisme primaire qui peut exister aux États-Unis comme ici en France envers les Asiatiques en général. Non, je parle de cette bienveillance par rapport à la Corée, par rapport à d'autres pays asiatiques aux États-Unis. Je pense notamment aux Japonais, aux Chinois, aux Iraniens qui malheureusement sont beaucoup moins bien considérés que les Coréens. Alors par rapport plus spécifiquement à l'artistique, l'histoire des cas de succès des coréano-américains est absolument passionnante. Il faut déjà noter Philip Han, né aux États-Unis de parents coréens. Il a joué dans plus de 180 films entre 1935 et 1978. Il a profité de la période des années 1930 où les acteurs de descendance asiatique remplaçaient petit à petit les Américains grimés en asiatique avant eux. Et ironie, il s'est même vu refuser plusieurs rôles parce qu'il parlait trop bien l'anglais et ne correspondait pas aux stéréotypes que les réalisateurs voulaient véhiculer de la communauté asiatique. Ironie encore, il accède au succès en interprétant des méchants officiers japonais dans des productions américaines de propagande durant la Seconde Guerre mondiale, et sera même plusieurs fois menacé de mort avant de jouer le méchant coréen dans des productions allouées au genre durant la guerre de Corée. Son plus grand rôle, c'est celui de Master Kan dans la cultissime série télévisée Kung Fu dans les années 70. Il était également le tout premier coréano-américain à avoir eu droit à son étoile sur la fameuse Hollywood Walk of Fame à titre posthume en 1984, soit 6 ans après sa mort. La comédienne de stand-up Margaret Cho, elle est importante à mentionner, outre ses talents de comique, de comédienne et d'activiste pour les droits LGBT, pour avoir été l'héroïne d'All American Girl en 1994-1995, la toute première sitcom mettant en vedette une famille asiatique, et notamment de descendance coréenne, qui a eu son petit impact à la télévision américaine. Le couple à l'écran composé de Kim Yeon-jin et Kim Dae-hyun dans la cultissime série Lost entre 2004 et 2010. Elle a été assez révolutionnaire en donnant une part extrêmement importante à un couple asiatique dans une série télé ultra populaire et diffusée à une heure de grande écoute. Toujours du côté de la télévision, la coréano-américano-canadienne Sandra Oh, qui détient le record de nominations aux Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision pour son rôle dans la série médicale Grey's Anatomy, et qui a depuis enchaîné avec beaucoup de succès dans la série Killing Eve. Côté cinéma, Song Kang s'est fait un nom en interprétant Han Lue dans la franchise ultra populaire Fast and Furious. Et puis il y a évidemment Steven Yeun, l'un des personnages parmi les plus populaires de la série téléculte Walking Dead, et qui a depuis réussi le périlleux écart avec le cinéma d'art et essai, en apparaissant notamment dans Burning de Lee Chang-dong et dans Minari du coréano-américain Lee Isaac-chung, ce qui me permet de boucler la boucle entamée avec l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle évoqué au départ et à l'origine de toute cette conférence. Toutes ces personnes ont contribué à l'identification et une certaine reconnaissance de la Corée et de la culture coréenne depuis l'intérieur des États-Unis et a véhiculé une certaine image extrêmement positive et finalement a facilité la transition de certains acteurs coréens depuis la Corée vers les États-Unis. Et je ne parle pas des générations de stand-up, de comiques extrêmement populaires à la télévision américaine ou encore des influenceurs via YouTube et TikTok actuels, là encore coréens ou d'origine coréenne, qui contribuent énormément à l'identification, à la reconnaissance de la culture coréenne par le biais des États-Unis et puis plus largement de par le monde. Alors, si je ne suis pas encore à penser à ce qu'a dit récemment une comédienne coréenne, à ce que l'Académie des Oscars va maintenant chaque année d'office attribuer un Oscar à un professionnel cinématographique coréen suite au double succès de Parasite et Minari, je ne suis pas non plus de l'avis de beaucoup de critiques
qui disent que ce double succès sera un fait unique dans l'histoire du cinéma mondial. Non, moi je suis très positive et justement par le fait de tout ce que j'ai pu vous raconter, à ce qu'il y aura d'autres très belles récompenses, non pas seulement à des actrices, non pas seulement à des acteurs, réalisateurs, mais également beaucoup de techniciens. Vous l'avez vu, les 2 dernières décennies, il y a une véritable vitalité du cinéma coréen. Il y a des talents qui commencent à en éclore. Il y a une ribambelle de talents qui ont déjà été récompensés dans des festivals du monde entier et qui se sont vus avoir une certaine reconnaissance ou consécration par l'Oscar. Mais tous ces talents, passés, présents, voire futurs, eh bien, se font d'une véritable place au sein du cinéma mondial et seront vraiment à juste titre récompensés très prochainement. Je rêverais donc d'une seconde conférence qui ne parlerait plus des artistes qui auraient eu pour la première fois tel et tel prix dans le monde, ou pour la première fois leur étoile sur la fameuse Walk of Fame à Hollywood. Non, j'aimerais faire une conférence qui soulignerait le succès répété de tous ces talents de par le monde. Et puis, dans un monde encore plus lointain, je rêverais d'une conférence qui aborderait le talent et uniquement le talent des réalisateurs, des actrices et des acteurs, et peu finalement importe leur origine, leurs ethnies, leur communauté, leur descendance autres, juste le talent qui soit récompensé à juste titre. Il y a un nouveau monde qui est en marche, à nous d'y contribuer et de le mener dans le bon sens. Un très grand merci au Centre culturel coréen pour cette nouvelle confiance accordée à l'enregistrement, à la faisabilité de cette conférence mise en ligne. Et un très grand merci à vous, chères spectatrices et chers spectateurs, d'avoir eu la curiosité de regarder cette conférence. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder qu'à nous de la préparer et de l'enregistrer. Et encore une fois, j'espère à très bientôt.